Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Mazan, affaire extrêmement sordide, horrible et qui fait vraiment froid dans le dos, qui est toujours en cours, qui fait couler énormément d'encre et qui a eu l'effet d'une bombe dans les médias. Beaucoup de personnes sont offusquées par ce qu'il se passe et ce qui s'est passé dans cette affaire. Nous allons revenir sur les quelques éléments que nous avons. Nous allons également voir la façon dont les avocats ont traité cette affaire et certains avocats de l'accusation également ont pu interagir sur les réseaux sociaux, c'est tout bonnement atroce. On va voir également comment certaines célébrités ont réagi, mais également comment les gens dits du peuple, dits lambda, eux aussi réagissent. Écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant toute chose, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, actualité, scandale, télé-réalité, people, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Alors, je tiens avant de commencer la vidéo à faire un ou deux petits disclaimers. Le premier étant que cette vidéo peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Ça reste un sujet extrêmement pointilleux à aborder, extrêmement dur. Il y a eu des faits extrêmement horribles et pour éviter également de choquer pas mal de personnes, certains mots vont être changés, mais également parce que YouTube adore censurer pour un oui et pour un non. Donc par exemple pour le mot en V, on va dire yol ou peu importe. Enfin, vous essayerez de comprendre, c'est pas non plus très compliqué, mais je voulais vous dire que c'est une vidéo qui va être assez dure et qui repose sur des faits, des actions, des gestes et le comportement de personnes totalement abjectes. Le deuxième petit disclaimer, c'est que je vais lire énormément de notes, je ne veux pas me tromper dans des dates, je ne veux pas me tromper dans des éléments de l'enquête, du procès, etc. Ça, pour moi, c'est une forme de respect déjà qui montre aussi qu'on fait les choses bien et qu'on ne va pas partir à gauche, à droite. Donc je vais certainement lire énormément de notes, mais j'essaierai également de vous mettre plusieurs photos, plusieurs extraits, etc. pour, comment dire, habiller et un peu plus développer mes propos. Donc voilà, merci beaucoup. Alors voici ce que l'on sait de l'affaire Mazan. Je vous rappelle que c'est une affaire toujours en cours et qui va durer à peu près jusqu'à mi-décembre. Donc on a encore beaucoup de temps, il va y avoir encore beaucoup d'éléments. C'est une enquête voilà, qui traîne parce qu'il y a énormément d'accusés. Il y a 49 hommes, voire plus de 49 hommes. C'est tout bonnement énorme. Et voici ce que l'on sait déjà de l'affaire. Donc l'affaire Mazan, c'est une affaire judiciaire, comme je vous l'ai dit, dans laquelle 49 hommes sont accusés d'avoir violé la même femme, ici Gisèle Pelicot, qui elle a été droguée à son insu par son mari Dominique Pelicot, qui lui-même est également mis en cause. Il y a d'autres hommes qui sont respectivement accusés de l'avoir agressée sexuellement et tenté de la violer dans les mêmes circonstances. Les faits, pour être tout à fait exact, se sont déroulés du 23 juillet 2011 au 23 octobre 2020, soit presque 10 ans. C'est affreux de se dire que cette personne a vécu inconsciemment, entre grandes guillemets, ce genre de choses. Il faut savoir que également, la fille du couple, donc de Gisèle et de Dominique, aurait subi à peu près les mêmes sévices. Elle se serait faite filmer à son insu en sous-vêtements, mais également la belle-fille. J'ai pas les mots, honnêtement, j'ai pas les mots, rien que là, quand on dit ça comme ça, c'est abject, c'est... J'ai pas les mots, je vous jure. Alors, comment on a eu vent de cette affaire et comment elle a débuté? C'est le 12 septembre 2024 qu'on a ce fameux Dominique Pelicot qui va se faire interpeller par un vigile dans un supermarché, dans un Leclerc, vers 15h30. En fait, au niveau des caméras de surveillance, le vigile a vu, ainsi que d'autres personnes, ont vu ce fameux Dominique filmer des femmes à leur insu, sous leurs vêtements, sous leurs jupes, sous leurs robes, avec son téléphone, et il va aller l'interpeller. Il a filmé 4 femmes au total et au bout d'un moment, le vigile va se dire il y a un truc de bizarre, il n'arrête pas de suivre, il fait des trucs, des machins et tout. Déjà, je tiens à dire qu'il faut remercier ce vigile, ça reste un héros parce que peu de personnes auraient réagi, peu de personnes auraient peut-être compris également ce qu'il se passait, sauf si ils font d'autres choses ou qui ne regardent pas forcément très bien les caméras de vidéosurveillance. Cet homme, vraiment pour moi, c'est un héros tel que plein d'autres personnes dans cette affaire, mais c'est lui qui a aidé à débuter en fait tout cela et c'est lui qui a interpellé Dominique Pelicot et qui l'a mis en cellule, enfin dans le truc de sécurité, poste de sécurité du magasin jusqu'à ce que les forces de l'ordre arrivent.
On a la vidéo carrément parce que le Dominique était toujours en train de filmer, parce que ce mec est un peu teubé, on va pas se mentir, bref, je vous laisse regarder. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Si, vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. Vous portez plainte. C'est vrai? Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, police direct. Vous restez là, vous bougez pas. Madame, je compte sur vous, vous portez plainte. Il était en train de filmer sous votre robe. Allez, police, tu me les appelles maintenant. Et les autres clients, putain, il aurait fallu les retrouver, il y en a 3 autres. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Ouais, vous êtes un gros dégueulasse. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. On va les attendre en salle d'interpelle. Madame, comment on va faire, là? Je vais vous laisser finir vos courses. Je prends vos coordonnées, je vous rappelle dès que la police arrive pour le dépôt de plainte. Parce que là, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Les comportements comme ça, c'est... Là, il n'a pas pu passer les vidéos, je l'ai confisqué le téléphone. Ouais, c'est la 3e fois qu'il le fait avec les dames. Parce que malheureusement, on n'a que vous là pour le flagrant délit. Les autres clientes, on a attendu que ça soit confirmé. C'est bon. À de suite, madame. Encore désolé pour ce qui se passe. Allez, vous venez avec moi. Petit rappel également, Dominique Pellico, il a 67 ans, hein. Il va se faire arrêter, il va être mis en garde à vue et le lendemain matin, les forces de l'ordre vont aller faire une perquisition chez lui pour récupérer tout le matériel informatique. Et là, ils vont faire des découvertes sordides. Mais quand je dis sordide, c'est vraiment sordide. Il va y avoir des milliers de vidéos, il va également y avoir des vidéos avec, des dossiers où il y a notamment écrit abus, 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 où ils vont trouver des extraits vidéo, des photos, des éléments. Je vous dis, moi-même, je sais pas comment j'aurais réagi, donc j'ose même pas imaginer les forces de l'ordre, comment ils ont pu réagir. Et dans ces vidéos, on y voit la femme de Dominique Pellico, donc Gisèle Pellico, se faire violer par plusieurs autres hommes qui ne sont pas, bien évidemment, son mari, et des hommes à chaque fois différents. Un mode opératoire dégueulasse, et c'est-à-dire que ce fameux Dominique, il recrutait ces fameux hommes sur le site coco.gg, donc c'était un site de rencontre, de chat et tout, anonyme, il fallait rentrer aucune information, juste nom, prénom, nom, prénom, âge, non pas du tout, il fallait mettre, je crois, un pseudo, le sexe homme-femme, et un âge, et la région où on était, point barre. Et il recrutait les hommes là-dessus, où il demandait s'ils voulaient venir violer sa femme, alors qu'elle était sous l'effet de substances. Vous voyez à quel point c'est tout à fait abject ce qui se passe. Genre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a eu 49 hommes, si ce n'est plus, parce qu'à mon avis, on n'a pas tout le monde. Pour moi, c'est genre si on a 49, il peut bien y en avoir 60, 70, 80 et voire plus, vous voyez. Mais c'est ça me donne la gerbe, en fait. Ça me donne la gerbe. Alors déjà, il a fallu qu'on atterrisse avec cette nouvelle terrible, quoi. Puisqu'elle m'appelle le 2 novembre à 20h25 avec ces mots à elle, où elle me dit j'ai quelque chose de très grave à t'annoncer, ça concerne ton père. Et moi, à ce moment-là, je pense qu'elle va m'annoncer qu'il est en réanimation. Parce qu'on est en pleine période Covid ou qu'il est peut-être même mort. Et à ce moment-là, elle va me dire, écoute, ton père m'a droguée pendant des années. Pour me faire par des hommes, quoi. Et en fait, cette phrase, c'est un coup de massue. En septembre 2020, à ce moment-là, ma mère était avec moi en région parisienne. Et lui est surpris en train de filmer sous les jupes de 3 femmes dans un supermarché de Carpentras. Ces femmes-là vont heureusement aller déposer plainte. Il va être reçu au commissariat, ils vont perquisitionner son téléphone et en regardant le téléphone portable de monsieur, ils vont s'apercevoir que régulièrement, une femme inanimée d'une 60aine d'années se fait abuser. Donc ils vont aller perquisitionner ensuite le domicile, embarquer téléphone portable, plusieurs cartes SIM, caméscope, son disque dur. Et pendant presque 2 mois, ils vont exhumer, je dis bien exhumer, plus de 20 000 vidéographies à caractère pornographique. 20 000. Plus de 20 000. Je demande très vite, mes frères et moi, à rencontrer les enquêteurs de police qui travaillent du coup sur cette affaire depuis presque 2 mois. Et je reverrai toujours cet officier de police où là, on s'est retrouvé dans un petit bureau
de 3 mètres carrés. Mes 2 frères et moi, et ce monsieur qui savait pas comment nous dire les choses, quoi. Qui savait pas, il sentait qu'il allait, voilà, ça allait être lâcher une bombe, quoi. Bah oui, Auprès de une votre bombe. vie, ouais. Et nous dire, voilà, votre père a en effet drogué votre maman à plusieurs reprises avec des anxiolytiques et des somnifères. Mais je ne peux pas tout vous dire puisque ça va faire l'objet d'une instruction. La nuit, comment il l'a drogué avant, pardon, hein, la façon dont ça se passait, Ah, mais il son l'a mode drogué opératoire, c'était quoi, à si je son me insu, permets dans son verre d'eau, dans son café noir le matin, dans son jus d'orange, dans son assiette. Il écrasait des somnifères et des anxiolytiques qui pouvaient la faire plonger jusqu'à plusieurs heures. Bien sûr, au moment où ça a potentiellement démarré, c'est-à-dire en 2011 et jusqu'en 2020, les doses sont devenues de plus en plus exponentielles pour pouvoir la faire plonger le plus longtemps possible pour pouvoir abuser d'elle à son insu. Donc, autant vous dire que ma mère est une rescapée parce qu'à tout moment, C'est une guerrière. son cœur aurait pu lâcher, elle aurait pu finir dans un coma, on n'aurait jamais rien compris. Si l'affaire n'éclate pas, ne nous est pas révélée au grand jour en novembre 2020, ce fameux 2 novembre 2020, déjà quand on est soumis à ce genre de dosage, Ouais, c'est ça. d'alliance entre somnifères et anxiolytiques très régulièrement, parce qu'il y avait quand même un degré de récurrence assez important, surtout sur la fin, il n'y avait pas de phénomène de dépendance. En revanche, il y avait un phénomène d'accoutumance, c'est-à-dire que d'où l'idée d'augmenter de plus en plus les doses pour pouvoir abuser d'elle dans un état de léthargie totale. Vous l'aviez constaté, vous, ça? La dégradation Surtout physique de ce qu'on votre a mère? constaté chez elle pendant 10 ans et on ne comprenait pas, c'était... bon, d'abord, elle a perdu du poids, mais une perte de poids phénoménale, c'est-à-dire presque 10 kilos en 8 ans. Et on ne comprenait pas... alors certes, elle est très active, enfin, elle a toujours été très active, elle adore la marche, donc, mais quand même, 10 kilos, ouais. 10 kilos en 8 ans pose question quand même. Elle avait des moments où elle avait des incohérences du comportement et des propos. Vu qu'on habitait à 800 km d'eux, on l'appelait, évidemment, moi j'appelais ma mère quasiment une fois tous les jours. Quand je l'avais régulièrement au téléphone, parfois je sentais comme des moments d'errance, comme si elle était dans un état d'ébriété avancé alors que elle ne boit pas outre mesure. Et surtout, elle ne se souvenait pas des conversations qu'on pouvait avoir le matin même ou la veille. Donc il y avait... parce qu'elle était encore, ça on l'apprendra plus tard, mais parce qu'elle était encore sous l'effet secondaire des médicaments. Et elle avait vu des médecins, des neurologues? Elle a vu des médecins généralistes, elle a vu des neurologues, elle a vu des gynécologues. Personne, aucun professionnel de santé n'a été capable de poser le bon diagnostic ou même de chercher au bon endroit. C'est-à-dire tous ces hommes, donc officiellement plus de 80, 83, c'est monsieur tout le monde, très bien inséré dans la société. Ce sont des gens qui sont issus majoritairement de la catégorie socio-professionnelle plus. On a un journaliste, on a un gardien de centre de prison, on a un responsable en R&D, on a des artisans, c'est un échantillon représentatif de la société française. C'est votre voisin, votre collègue, votre père. Non, mais c'est horrible. Votre Pardon, oncle, j'ai pas d'autres mots. cousin. C'est horrible. Je veux dire, voilà, ils sont âgés entre 22 ans au moment des faits et 70 ans. Et quand on découvre le panel de ces mecs-là, ça fait froid dans le dos parce que ils ont des enfants. La majorité sont en couple. Enfin, je veux dire, c'est surréaliste. C'est un réseau presque. Ça fait réseau, en fait. Non, parce qu'en fait, il n'y avait rien de modélisé là-dedans. C'est juste des mecs qui se sont autorisés à se servir sur le corps d'une femme inanimée pour se faire plaisir. Et comment ils prenaient contact avec eux alors? Et rentraient en contact majoritairement via un site de rencontre. Et derrière, une fois qu'ils rentraient, ils se mettaient d'accord sur le jour, l'heure, la séquence. Derrière, ils communiquaient via mobile, portable, oui,
Voici également ce que l'enquête va révéler. Les policiers vont découvrir que la fille du couple, donc de Gisèle et de Dominique, est elle aussi inconsciente et en sous-vêtements sur certaines images. Et Dominique aurait également filmé à leur insu ses belles filles et aurait diffusé les vidéos sur le même site, donc sur le site de Coco. Genre en mode genre, hey, regardez, genre mode vitrine, genre je te fais une promotion, tu vois. Genre je te montre ce qu'on est capable de faire, ce qui se passe et tout, ou les personnes que je peux avoir. Genre je sais pas à quel moment en fait, genre on peut agir de la sorte. Alors je vois plein de gens dire oui, les hommes sont, et il y a beaucoup de gens qui font non mais pas tous les hommes, mais il faut bien comprendre que certes ce n'est pas tous les hommes, mais ce sont toujours des hommes qui ont son comportement. Vous voyez, il y a une nuance, enfin je veux dire je suis un homme et je me sens pas concerné là-dedans, je me dis pas genre si quelqu'un dit tous les hommes, je sais que pertinemment je ne rentre pas dans cette équation, je ne rentre pas là-dedans, parce que je sais pertinemment que ce comportement me donne la gerbe, et ce mec devrait être jugé le plus rapidement possible, lui et tous les autres personnes mises dans cette affaire, qui sont accusées dans cette affaire. Genre, il y a eu, je crois, 92 vidéos de viol de recensées déjà. C'est tout bonnement énorme. 92. Oh là là. Bien évidemment, tous ces actes, tous ces éléments que l'on a pu recueillir et enquêter dessus, ça a eu un impact bien évidemment sur Gisèle Pelicot. Alors Gisèle, au début, on ne connaissait pas son vrai prénom, ils avaient essayé de garder son anonymat, ils l'avaient appelée Françoise P quelque chose, et ils essayaient un maximum, les enquêteurs, la police, les avocats, etc., de garder son anonymat, mais au bout d'un moment, je pense que ça a un petit peu fuité, et ils ont mis très rapidement un visage sur qui est Gisèle Pelicot. Alors, plein de personnes se sont demandé, mais du coup, à cause de ces viols et de tous ces événements tragiques, atroces, abominables, qu'est-ce qu'elle a subi? Elle a été sujette au VIH à plusieurs reprises. Il y a un mec qui était du coup séropositif et elle n'a par chance pas contracté le VIH, le sida. Elle n'a rien eu. Elle a juste eu, je vais lire les notes ici, hein, elle a échappé quand même au VIH, à la syphilis, aux hépatites, mais elle a néanmoins contracté 4 maladies sexuellement transmissibles, dont un papillomavirus. Je sais pas, genre si vous vous rendez compte quand même de la, je vais même pas dire chance, hein, mais elle a contracté des choses affreuses et elle a réussi, entre grosses guillemets, à échapper au pire, même si elle a vécu le pire. Je sais pas si vous me suivez ici, mais je me dis, il y a des hommes vraiment, ils me donnent la gerbe, parce que bien évidemment, ce n'était pas protégé, bien évidemment, il n'y avait pas de préservatif, c'est tout bonnement abject. Je vous rappelle également qu'elle était très souvent sous substance, dans un état comatique, c'est pour vous dire, elle a subi des violences psychologiques, physiques, et il y a même des psychiatres qui vont l'analyser et qui vont dire que c'est très très grave son état. Suite à l'enquête et aux révélations qu'il va y avoir dans cette enquête, elle va demander le divorce instantanément et elle va déménager. Elle a très bien fait, et c'est à ce moment-là où l'enquête va un petit peu continuer, le procès va commencer, on va avoir des personnalités publiques, des stars de télé-réalité, etc. qui vont prendre la parole. On va notamment avoir Nabila qui elle-même va créer une cagnotte pour aider Gisèle Pelicot à payer ses frais d'avocat et pour qu'elle puisse se reconstruire après cette enquête. C'est un très beau geste, il y a très peu de personnes qui l'auraient fait. Alors j'ai vu des personnes, quand j'avais partagé ça sur les réseaux sociaux notamment, j'ai vu des personnes venir me dire oui, mais si elle partage ça, elle peut donner de l'argent, elle a beaucoup d'argent, c'est fait pour son image, etc., etc. Je ne pense pas honnêtement que Nabila ait fait ça pour son image, elle s'est redorée son image depuis bien longtemps, on voit bien que c'est une personne intelligente, qui est bien dans ses baskets, qui a une éducation, qui a une intelligence, et elle l'a fait vraiment de bon cœur, j'en suis sûr et certain. Après, je ne la connais pas, imaginez, je me trompe, et bien écoutez, je me serais trompé, mais j'ose et je veux croire que cette personne, Nabila, elle a fait ce geste pour venir en aide à Gisèle Pelicot, elle a ouvert une cagnotte. La cagnotte avait réussi à réunir 40 000 € suite à son ouverture. Cependant, les avocats de Gisèle Pelicot ont demandé à ce que cette, cette cagnotte soit fermée parce que Gisèle ne souhaite pas à ce que des gens lui viennent en aide financièrement et que pour le moment, ils ne veulent pas forcément de cagnotte. Ils ont DM, je crois, enfin ils sont rentrés en échange avec Nabila et elle avait posté du coup des stories, la première étant:
Voilà, j'ai du mal à dormir depuis plusieurs jours, je n'arrive pas à concevoir qu'une femme ait pu autant souffrir, je suis très sensible à votre histoire, j'ai tellement de respect pour vous, Gisèle Pelicot. Vous avez une force et un courage inébranlables, j'ai donc décidé de créer une cagnotte pour vous aider à surmonter tout cela, payez vos frais de justice pour combattre cette injustice. Je vous souhaite le meilleur au nom de toutes les femmes, nous sommes toutes avec vous. Ça c'était du coup avant la cagnotte, puis Nabila a ensuite partagé un autre message où elle disait du coup « Bonjour, après avoir échangé avec les avocats de Madame Pelicot, elle nous remercie pour tout le soutien apporté, cependant elle ne souhaite pas accepter la cagnotte pour le moment et ne veut pas perturber le procès en cours. Nous respectons sa décision et fermons cette dernière instantanément. Chaque personne sera remboursée sans frais. Nous lui souhaitons beaucoup de courage dans cette épreuve et lui apportons tout notre amour. Rien n'a été mal interprété, mais mes avocats ont contacté ses avocats. Elle a été très touchée par la démarche, mais ne souhaite pas que cela interfère dans le procès pour certaines raisons. Donc la cagnotte a été fermée, mais on peut quand même saluer le geste de Nabila qui est pour moi une belle preuve d'humanité ici. Alors bien évidemment cette histoire va continuer à aller plus loin. Il y a carrément les avocats des accusés, donc de certains hommes qui sont les criminels hein, dans cette affaire. Bien évidemment le jugement n'a pas été rendu, présomption d'innocence, je ne sais pas trop quoi, mais elles ont réagi sur les réseaux sociaux et il y a volonté, si vous voulez, de nuire, il y a volonté de vraiment salir l'image de Gisèle Pelicot qui, je vous le rappelle, a elle-même accepté à ce que les vidéos donc, de ces viols soient montrées et diffusées au grand public pour l'enquête. Donc déjà, sur ton image et mentalement parlant, tu dois tellement être forte et genre vraiment je salue le courage de cette femme parce qu'elle a vécu tellement de sévices, tellement de choses que pour moi c'est inconcevable de me dire que genre elle a accepté vraiment pour l'enquête. Il y a des personnes qui seraient dans le déni, qui n'accepteraient pas par souci d'image, par souci de pudeur, on peut totalement comprendre bien évidemment, mais elle a accepté pour le bien de l'enquête. Donc encore une fois, on voit que c'est une femme qui est forte et qui accepte énormément pour l'enquête et qui voilà, est prête à continuer de souffrir entre guillemets pour que l'enquête aille au plus vite et soit résolue le plus rapidement possible et que le jugement soit rendu le plus rapidement possible. Mais là où ça me perturbe énormément, c'est que sur LinkedIn en plus, hein, sur LinkedIn, réseau social, plateforme faite pour les professionnels, pour les carrières, pour les gens, enfin voilà, c'est un truc très cuculapraline en mode oh, je sais pas quoi, genre société familiale, bref, LinkedIn poubelle. On a Isabelle Crépin-Dehaene, j'espère que je prononce bien, qui est avocat au droit public et droit pénal et qui du coup est l'avocate des fameux accusés, avait tweeté, enfin avait LinkedIné, je sais pas comment on dit, il y avait un article du Parisien qui disait procès des viols de Mazan, Nabila lance une cagnotte pour Gisèle Pelicot, etc. Et elle avait pris cet article et elle avait cité l'article en disant « le soutien qui tue ». Donc déjà, ça va très loin, en mode genre je me moque, tu as fait une cagnotte, mais je m'en moque énormément, éperdument. Et elle a ensuite rajouté « dommage, elle aurait pu vendre ses seins en plastique ». Vous voyez à quel point, en fait, genre, c'est même pas histoire de, oui, on peut... Alors, il y a des gens qui les ont accusés, ces avocates, en disant, oui, elles défendent des personnes indéfendables, elles défendent des accusés qui ont fait des choses atroces, et il y en a, ils les ont défendus en disant, c'est leur travail, machin, machin, machin. On peut comprendre, voilà, avocat, il y aura toujours, soit tu défends un accusé, soit tu défends une victime, hein, bien évidemment. Mais là, je suis désolé, il n'y a rien dans son comportement qui est... gentil, il n'y a rien qui est fait dans la bienveillance et il n'y a aucune excuse là-dedans. Il y a une autre avocate à son tour qui a elle-même pris la parole sur les réseaux sociaux, genre sur Instagram, en mode influenceuse, si vous voulez. Genre, elle a commencé à partager des éléments, elle a commencé à critiquer Gisèle Pelicot en disant qu'elle avait l'air endormie quand on lui montrait des éléments de l'enquête, des vidéos, des machins, des photos, elle prenait un temps de réponse, machin, genre, madame, c'est une femme septuagénaire, elle a vécu des choses atroces, on lui montre des images atroces et vous êtes là en train de la juger. Genre c'est vraiment une enquête faite et cette prise de parole, c'est comment dire, ces choses faites sur les réseaux sociaux, c'est fait pour nuire à l'image de Gisèle Pelicot, c'est fait pour la descendre encore plus et l'accabler encore plus et franchement honte à vous, vous devriez être rayé du barreau ou je ne sais trop quoi là. Vraiment, à quel moment tu partages des éléments comme ça d'une enquête, d'un procès sur les réseaux sociaux? On est où, dans les anges? C'est quoi, genre les 50 ou une connerie comme ça? Je comprends pas, ça me donne mais littéralement la gerbe. Écoutez bien. Je sors du procès Pelicot. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement
dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Quand elle voit les vidéos, je pense qu'elle s'y attendait pas. Et c'est ce qu'on a essayé de lui dire en disant « Attention madame, oui, je suis prêt, public. » Elle s'est mise en colère. Moi, j'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public et que maintenant, il ne s'agissait pas de se plaindre, parce que nous, on est dans un procès qui est un procès cours criminel, donc obligé de démontrer l'argumentation de notre client et notamment par ces photos-là. Donc elle s'est énervée. Moi aussi, je lui ai dit, écoutez, Madame Pellico, nous, on a essayé de préserver, vous avez voulu. Mais surtout, ce qui est important, c'est la question de la soumission chimique. C'est-à-dire que cette dame, elle dit, non, je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe. Donc se pose la question de savoir si finalement, la soumission chimique dont les experts au départ nous avaient expliqué qu'elle prenait son médicament et que 2 heures après, elle était KO, eh ben non. Moi, j'avais sollicité l'expert en lui disant, monsieur l'expert, est-ce que quand elle explique que finalement elle n'est pas bien, qu'elle est endormie, etc., est-ce que c'est pas un argument qui consiste à dire que même sous soumission chimique, on a l'impression qu'elle est inconsciente, elle est semi-consciente. Et là, aujourd'hui, on a eu la vérification par cette dame qui dit non, mais moi je me reconnais pas, je suis pas là alors qu'elle fait des pauses, etc. Donc le président a dit, mais peut-être qu'on va faire revenir l'expert pour savoir si effectivement les consommations habituelles de celle-ci pouvaient la mettre dans un état de semi-conscience. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que nous, on dit que parfois, elle dit qu'elle se rappelle pas, mais que ceux à qui elle a envoyé les photos ont reçu des photos d'elle, eh ben ils auraient pu croire qu'effectivement elle est là, elle est présente, elle bouge, elle parle. Pose un vrai problème sur la question de la soumission chimique et surtout sur le fait que les autres pouvaient imaginer que finalement elle n'était pas sous soumission chimique. Voilà. Donc c'était très important aujourd'hui. Alors c'était douloureux parce que moi ça m'est pas agréable de visionner des photos d'une dame comme ça et en plus qui est présente devant vous. C'était l'horreur. Et d'ailleurs j'ai pris le temps de dire à cette dame qu'il fallait qu'elle entende qu'on était avocat de la défense, qu'on n'avait rien contre elle et que c'est très douloureux pour nous d'être là aujourd'hui, mais qu'on faisait notre taf quoi. Et que vraiment je trouvais qu'elle était fantastique et courageuse. Et c'était important que je le précise à mon nom et au nom des avocats. J'ai des consoeurs qui m'ont envoyé un petit message en disant t'as bien fait de le dire et tout. Je dis oui parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de le dire quoi. Et qu'il s'agissait pas, notamment dans la presse, d'imaginer que c'était elle contre nous. C'est pas du tout le même. Alors, avant de répondre à votre question, je vais vous dire que on communique sur le procès largement, mais malheureusement, nos propos sont totalement déformés. Donc, moi, j'interviens, je suis avocat de la défense et j'essaie de défendre mes clients comme il se doit, sans jamais manquer de respect à qui que ce soit, mais a priori, dans ce procès, dès qu'on pose une question à Madame Pellico, on est irrespectueux. Alors que j'ai quand même dit que Madame Pellico était une victime dans ce dossier et que c'est pas du tout ma stratégie de dire que cette dame n'est pas une victime. Voilà, je le dis. Je l'ai dit, mes propos ont été repris par la presse, le média, et ils ont été extrêmement transformés. Moi, j'ai été victime d'insultes, d'humiliations, mes enfants. Et personne n'en parle de ça. Et donc, effectivement, la seule réponse que j'ai donnée, avec beaucoup d'humour, et là aussi, le traitement de ma vidéo a fait l'objet d'une transformation. J'ai publié en disant que on ne me musellerait pas et qu'il fallait se lever tôt pour arriver à me museler. Voilà. Non mais je comprenez que ça peut nous surprendre parce que cette vidéo commence, je crois, vous commencez dans votre appartement, vous descendez de votre appartement, vous montez dans votre voiture, vous roulez dans votre voiture. Il y a quelque chose qui peut surprendre dans la mise en scène. Non, mais vous en avez vu une, ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 5 ans que je partage avec mes abonnés mes journées juridiques. Le procès Pellico va cristalliser quelque chose qui existe. Je ne suis pas la seule avocat, on est plusieurs avocats. Le problème, c'est que quoi que l'on fasse, le regard est chirurgical, le regard est agressif et violent. Donc j'ai simplement, et surtout dans le cadre de ces vidéos-là, expliqué justement un problème juridique dans le dossier, à savoir la soumission chimique. Sauf que vous, les médias, vous refusez. Littéralement. Bestier vous pose une question. Madame, j'entends bien que vous voulez défendre votre client, c'est votre rôle tout à fait, et poser certaines questions est évidemment justifié. Mais est-ce que c'est l'endroit, les réseaux sociaux, pour restituer des audiences où effectivement on a des vidéos assez violentes? Est-ce que c'est vraiment le bon endroit pour communiquer sur ce procès? C'est peut-être plus facile de le faire par écrit. Des vidéos violentes. Non, vous racontez le contenu des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pas le lieu idéal quand même pour communiquer sur des sujets aussi délicats. Alors, vous savez, les médias, vous-même, vous exploitez ces différents biais parce que je suis moi-même victime à cause des réseaux sociaux. C'est pas moi qui fais. Vous avez choisi de vous y exposer, personne ne vous y a obligé. Attendez, je termine, s'il vous plaît, je termine, madame. C'est pas moi qui fais Twitter, c'est pas moi qui fais tous ces réseaux où mes enfants me disent surtout ne te connecte pas parce que c'est extrêmement violent et personne n'intervient. Donc je suis, vous-même les médias, vous avez effectivement des relais sur les réseaux sociaux. Moi, j'explique avec mon énergie qui est la mienne et avec aucune violence parce qu'il n'y a pas de violence dans mes propos, effectivement, ce
procès. Alors ça plaît ou ça plaît pas. Mais si j'avais crié haut et fort sur cette vidéo, vive Madame Pellico, tout le débat effectivement qui peut exister autour de la violence faite aux femmes, etc., que je partage totalement, parce que quand je reçois Madame Pellico ne communique pas comme vous sur les réseaux, il me semble. Mais Madame Pellico, elle a tous vos médias pour communiquer, vous le savez. Non, vous savez qu'il y a une horde de... Il y a le fond, il y a la forme, madame. Excusez-moi, si vous ne me laissez pas parler, madame, je ne pourrai pas. S'il vous plaît, c'est exactement ce qui se passe au niveau du procès, au niveau du traitement de l'information. On essaie de parler, on est coupé. Alors bien évidemment, l'enquête va continuer, le procès va continuer. Les gens sur les réseaux sociaux vont partager les noms des bourreaux, parce que pour moi ça s'appelle des bourreaux ces gens-là. Ils vont les partager, donc on a leur nom complet ainsi que leur prénom. Je ne sais pas si c'est bien de le partager ici, je ne sais pas si ça fera avancer l'enquête non plus. Ce n'est pas, je pense, nécessaire, c'est facilement retrouvable. Je vous invite à checker, c'est vraiment facilement retrouvable. Mais ils vont quand même se faire filmer un par un en mode à la sortie du procès. Et tu vois vraiment qu'ils ont honte, et j'espère qu'ils ont vraiment honte. Et il y a même des vidéos qui tournent où il y a des gens qui veulent essayer de les interviewer, leur poser quelques questions, leur demander votre avis, etc., etc., etc. Ils vont commencer à être un peu violents, certains d'entre eux, certains des accusés, et il y en a même qui vont commencer à dire « Moi, si tu touches ma mère et si tu fais la même chose à ma mère, je te jure, je fais ci, je fais ça. » En mode, ce que lui, il a fait à une mère de famille, donc l'un des accusés, ce que tu as fait subir à Gisèle Pellico, tu ne l'accepterais pas sur ta mère, mais toi tu l'as fait quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est tout bonnement abject et ces personnes doivent pourrir en prison, mais vraiment avec juste un bol de riz, et encore un bol de riz, je suis bien trop gentil, mais vraiment ces personnes, elles ne méritent rien. Genre vraiment c'est la gerbe, la plus totale, vraiment. Berk. Parle bien, c'est tout ce que je te demande. Voilà. Ouais, alors, si on parle de menaces, on va en parler. Ouais, menace pourquoi? Je ne vais pas menacer personne. Voilà, si tu peux, tu peux aller porter plainte contre la police. Hein. La police, elle est là. Ils font des menaces de non, mais moi, si j'ai violé ta mère, tu vas voir. Non, mais tu m'en bats les couilles. Maintenant, elle veut qu'on parle mal, on va parler mal. Ouais, on continue. Si c'est ce qui vous fait plaisir. Non mais c'est elle là-bas. Non mais c'est tout de suite. C'est elle là-bas, c'est elle là-bas. Elle parle pas de ma mère. Voilà, c'est ce que je demande, moi c'est ce que je demande. Parce que là vous faites rien, et à un moment donné ça commence à le faire. La pauvre elle est à l'hôpital, elle est malade. Voilà. Non mais je ne descends pas. On touche pas ma mère. On touche pas ma mère. Voilà. Comme je l'ai dit en début de vidéo, cette affaire est toujours en cours, le procès est toujours en cours. Je referai peut-être une vidéo update au moment, je sais pas, vers décembre, quand ça commencera à un petit peu pas se tasser, mais que la justice va rendre son verdict. Nous verrons bien. En attendant, voilà, c'est une affaire extrêmement, encore une fois, compliquée, douloureuse, et quand je dis compliqué, c'est pas en mode on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Non, c'est compliqué dans ce que Gisèle Pellico a vécu et ce que d'autres femmes vivent également, parce que ici, ça a vraiment, comme je vous dis, eu l'effet d'une bombe, cette affaire, à l'international comme au niveau national. Ça remet beaucoup de choses en question, ça remet sur le marché, enfin dans les médias, beaucoup d'éléments dont on parle déjà pas mal de fois durant l'année, mais qui, j'ai l'impression, ne changent pas. Hein. On parle ici des viols, de la misogynie, du sexisme, etc. Enfin, on parle de plein de choses et ça n'avance pas. Hein. Non, on préfère augmenter les impôts pour aller donner à des pays qui vont faire d'autres choses. Voilà. La France, on adore. Bref, au bout d'un moment, en fait, juger les personnes, quoi, très rapidement. Si on voit que ces personnes sont bel et bien les mêmes que dans la vidéo, foutez-moi ça en tôle, basta. Au bout d'un moment, il y en a marre. Alors c'est un travail méticuleux à faire, c'est beaucoup d'enquêtes, beaucoup de recherches, beaucoup de questionnements, c'est également beaucoup de choses qui m'échappent très certainement, bien évidemment, mais il faut, s'il vous plaît, aussi prendre conscience que ce qu'elle a vécu, Gisèle, c'est vraiment atroce, et reflète quand même aussi la société dans laquelle on vit toujours actuellement, hein, qu'il y a des hommes qui sont bien évidemment dégueulasses.
Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien depuis le début de cette épreuve, et plus particulièrement celles et ceux qui ont pris le temps de se réunir samedi dernier. À travers toute la France, j'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. On va sortir si vous voulez bien nous laisser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous en a appris un peu plus dans l'affaire Mazan. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo, de cette affaire, bien évidemment avec respect et courtoisie. Ça reste encore une fois une histoire très douloureuse et qui reflète encore une fois dans la société dans laquelle on vit en Big 2024. On a encore ce genre de faits divers, ce genre d'actualité, ce genre de gros titres aux informations nationales, internationales. Vraiment, c'est abject. Mais n'hésitez pas du coup à me donner votre avis le plus sincère, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se passe en barre d'infos, et n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, sinon moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.